Les indiscrets, le média adopte un Premier ministre au cœur des consultations bidons de Macron. En vrai, j'ai envie de voir si c'est un peu précis, hein. Ça va peut-être donner des datas sur comment ça s'est passé. C'est sorti il y a 2 jours. Et oui, 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 on est d'accord, oui. Pour ne rater aucune de nos vidéos, De toute façon, c'est le principe du stream, hein. Là, on se remet un peu la tête dans l'actualité. n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, c'est les Théo Média, mais l'actu ne s'arrête pas. Vous regardez Les Indiscrets de Nice Vilqueux, programme que nous testons aux médias et qui sera sur la grille de la saison. Moi, j'aime bien le média, je regarde souvent. Du coup, je suis un peu heureuse de le revoir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Prochaine, si vous, notre public, nos uniques mécènes, vous nous en donnez les moyens. Soutenez-nous. Ah oui, il faut les soutenir. Ouais, bah soutenez-les. Hein. Dans les Je skip. Hein. coulisses de la politique telle qu'elle se fait, vraiment, au-delà des éléments du langage et du marketing politique. Au sommaire, la rencontre tant attendue et forcément polysémique avec Macron, entre Macron et le NFP, qui a en quelque sorte imposé Lucie Castet, sa candidate à Matignon, comme chef de délégation. Et c'est Lucie qui a imposé. Le dernier sale coup de la très macroniste et aussi, surtout, très opportuniste, Aurore Berger. Il va dire alors. Attends, est-ce qu'il va dire alors? Salut Nils. Non. Salut Théo, salut à tous. Oh Nils! Mais c'est pas le même Nils qu'on avait nous, aux amphis. Eh Nils! Nils, si tu regardes ce stream, on t'aime bien. T'es vraiment notre pote Nils. Alors, c'est la fin des vacances et peut-être aussi du déni et de la hype des JO pour Emmanuel Macron qui a embrassé plus souvent qu'à son tour nos sportifs ces dernières semaines pour éviter de faire face à ses propres problèmes. Oui, en effet, Théo, c'est ce retour à la réalité, à la dure réalité pour le président qui va devoir enfin nommer un nouveau Premier Waouh, les vacances familiales mais studieuses à Brégançon. Oh. ministre. Donc bon, il est à peine rentré. Attendez, mais c'est Brigitte Macron là? Mais... Ah, non mais attendez. Là c'est Brigitte Macron. Mais en fait son anorexie... Elle a un problème d'anorexie. Hein. Non, c'est pas elle. Oui, on est d'accord, c'est elle. Ça peut pas être elle là. Elle. Elle a fini de faire joujou avec les gardes du corps. On s'en fiche de leurs vacances. Oui. C'est elle? Mais non, mais attends. Non. Et les gens. Elle a un problème d'anorexie. Regardez la taille de sa jambe. C'est elle, ça fait peur. Hein. Du fort de Brégançon vendredi, qu'il reçoit donc les chefs des différents partis politiques et les présidents. Elle est surtout vieille. Non, 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 ça se voit qu'elle a un truc d'anorexie. Qu'il reçoit donc les chefs des différents partis politiques et les présidents des groupes parlementaires à l'Élysée. Donc c'était ce matin à partir de 10h30 dans le salon Murat, donc à l'Élysée. Alors il y a une sorte de dramatique. 71 ans, Moufette. Bah oui, bah c'est le bon âge pour une vieille bourgeoise de devenir anorexique et complètement tarée sur son physique. Parce qu'elle sort avec un mec plus jeune qu'elle, que les caméras sont braquées sur leur couple, et qu'elle est complètement frustrée de voir sa beauté s'évanouir avec le temps. Donc bien évidemment qu'elle développe à cet âge-là des trucs type anorexique et tout ça. Bien sûr, vous êtes élus. M'étonnerait pas, c'est pour ça que je m'inquiète. Hein, tu sais, dans la communication de l'Élysée, c'est une échéance importante, me dit l'un de ses interlocuteurs réguliers. Le président va demander aux chefs de parti à quoi ils sont prêts à faire comme concession pour éventuellement participer à un gouvernement. Alors il y a une forme de scénographie là-dedans. En fait, tout ça est bidon, me souffle l'un de ses anciens conseillers. Macron Bon bah c'est bidon, fin de la vidéo. Cherche seulement un nom qui lui permette de conserver le pouvoir. Et donc, ce vendredi, au moment où on enregistre l'émission, la gauche est chaude bouillante. Roussel évoque un coup d'État. Marine Tondelier continue de marteler qu'il n'y a pas de plan B à Lucie Castet. Bompard, pour LFI, brandit la menace de destitution du président qui a été présentée cette semaine. Oui. Et donc, ils sont tous arrivés en ordre de bataille à l'Élysée. Alors, c'est assez amusant pour l'info. Les téléphones ont été confisqués au chef du nouveau Front populaire, donc qui rencontre le président. Et puis, l'Élysée a aussi limité l'accès aux équipes qui accompagnent les participants, leurs collaborateurs.
On peut pas dire que ça respire la sérénité. On peut dire même que Macron est un petit peu fébrile. En plus, il y a un problème, manifestement. Roussel qui revient sur les techs. Ça s'écrit pas comme ça, les techs. Hein. Sur les techs, Mélenchon antisémique. Les techs, c'est les takes en anglais. Une take. Avoir une take, c'est avoir quelque chose, genre un objet. C'est pas les techs, genre les techs au sens technologie. Bref. Mais oui. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Roussel qui a dit que suite à l'incendie de la synagogue, il espère que Mélenchon va éclaircir ses positions. C'est pas fini, hein. La désunion est toujours dans l'union. Tout le monde au NFP ne semble pas voir qu'il y a ce problème qui demeure malgré les astuces de séduction d'Emmanuel Macron, mais il ne veut absolument pas de Lucie Castet à Matignon. Oui, alors officiellement, l'Élysée explique qu'elle ne répond pas aux critères de stabilité, puisqu'en proposant un gouvernement avec la participation de la France insoumise, elle se ferait renverser par une motion de censure, comme s'est fait un plaisir d'ailleurs de le rappeler Aurore Berger pour la Macronie sur France Inter jeudi. J'entends la fable qui veut nous être racontée par le nouveau Front Populaire. Nommer demain quelqu'un issu du nouveau Front Populaire, sachant deux critères. Un, qu'ils disent aujourd'hui que les membres de la France insoumise seraient des membres du gouvernement, c'est s'exposer à une censure immédiate. Le bloc central l'a dit, la droite l'a dit, donc ils savent qu'ils ne tiennent pas plus de 24 heures en ayant des membres de la France insoumise en leur sein. Et en plus, ils ne peuvent pas revendiquer la victoire. Encore une fois, je me souviens, il y a 3 mois. Si, ils peuvent. Ils nous disaient illégitime quand on était 250 députés dans le bloc central. Ils sont aujourd'hui 193. Et oui, mais vous avez été illégitime parce que vous avez globalement fait passer tous les débats à l'Assemblée par 49.3. C'est pas spécialement pour votre formation politique et les 250 sièges, c'est pour la manière dont vous avez gouverné. Pas pareil. Ils disent qu'ils ont gagné. Notamment la réforme des retraites. On est plus nombreux. Oui, mais ils n'ont pas de majorité et ils nous disaient illégitime quand nous étions 250, ils sont 193. Vous voyez bien quand même le paradoxe. Et donc à gauche, donc qui passe en premier ce matin, forte quand même de sa première position législative, qu'on a tendance à l'oublier. On se demande notamment au Parti socialiste si la France insoumise pourrait faire comme le PC l'avait fait avec le Front populaire en 1936, c'est-à-dire soutenir un gouvernement de gauche sans y participer. Et c'est le rêve notamment des socialistes pro-Hollande et anti-LFI. Alors bon, j'ai quand même demandé au Parti des Insoumis. C'est grave de menacer une censure alors qu'aucun projet de loi n'a été déposé ni discuté, c'est ouf. Et tu te rends pas compte du risque qu'ils sont en train d'encourir. En fait, toute la logique politique de la Macronie, c'est de parler de réalisme capitaliste. Le réalisme capitaliste, ça y est, je flex parce que j'ai commencé à lire Mark Fisher. C'est cette idée que les choses sont telles qu'elles sont, l'ordre du monde est tel qu'il est, qu'il n'y a pas d'alternative, pour reprendre Thatcher, et que du coup, économiquement, il faut être réaliste et accepter que le monde va de soi et que le capitalisme va de soi. Mais eux, là où ils sont terrifiés, c'est que un seul projet de loi de la gauche qui passe, et c'est déjà la preuve que leur système, que leur logique de réalisme capitaliste ne fonctionne pas. Désolé le chat, bah non, mais t'as raison, bon, tu me formes politiquement. Gentil. Ce qu'ils en pensaient, c'est un niet catégorique. De toute façon, c'est pas le choix de Lucie Castet. Elle l'a dit depuis le début qu'elle veut gouverner avec toutes les composantes. C'est ce que m'a expliqué le député Adrien Clouet ce matin pour LFI. Et puis, il me dit, si on fait une élection, c'est quoi le but? Est-ce qu'on est là pour permettre à Macron de composer tranquillement son gouvernement? Soit on peut s'imposer dans un rapport de force, mais autrement, on n'a aucun intérêt de se faire l'écho des volontés de Macron. Et écoutez Manon Aubry, l'eurodéputée donc LFI, elle ne dit pas autre chose. Ils en sont à nous traiter d'antisémites en permanence. Ça montre bien la pauvreté de leur discours qui ne prend plus. Pas d'accord avec toi. Je pense que l'accusation d'antisémitisme, elle est sale, elle est basse et elle est injuste. Mais qu'est-ce qu'elle a été diablement efficace dans la séquence politique de cette année? Là, pour le coup, en fait, il faut pas négliger que les gens, ils n'y connaissent rien au sujet de la Palestine et d'Israël. Du coup, tu leur parles d'antisémitisme, c'est comme agiter le spectre de quelque chose qui les angoisse tous. Tout le monde a vu des films sur la Shoah, tout le monde a vu des films sur la Seconde Guerre mondiale, ça fait peur.
Mais de plus en plus, effectivement, les gens commencent à cerner que c'est quand même un truc qu'on agite un peu vite. Et c'est là le plus gros danger. C'est que quand il y a effectivement une augmentation des actes antisémites, va défendre le truc quand des médias, des politiques ont passé leur temps à ôter tout le sérieux et toute la substance de ce que l'antisémitisme est vraiment, à complètement le travestir pour que ça devienne juste un élément de langage accusateur, quoi. Bien sûr, c'est un gros problème. Macron et écoutez Manon Aubry, l'eurodéputée donc LFI, elle ne dit pas autre chose ce matin, c'était sur France Info. Si nous allons à Matignon, c'est pas pour faire de la figuration. Si nous allons à Matignon, c'est pour gouverner, c'est pour changer la vie des gens. Et j'ai un scoop pour vous, on est prêt. On est prêt. S'il faut faire un budget dans les semaines qui viennent, on est prêt. On l'a sous le coude. S'il faut faire un certain nombre de réformes dans l'éducation, dans la santé, on est prêt. Maintenant, il est temps que le président de la République sorte de sa tour dorée, arrête de penser qu'il est le seul à gouverner le pays, tienne compte enfin des élections qu'il a lui-même souhaitées, lui-même voulues, et qu'il en prenne bonne note, et qu'il nomme Lucie Castet à Matignon. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre issue à cette crise politique que nous connaissons. Ouais, c'est bien, t'as été une bonne lignarde. Depuis maintenant bien trop de semaines. Bravo. Vous avez conscience que le point de blocage, c'est la France insoumise au sein du NFP ? Mais vous savez très bien qu'on va nous dire aujourd'hui c'est la France insoumise, demain c'est les écologistes et à la fin ce sera l'ensemble du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire, c'est inédit. Il s'est accordé sur un programme ambitieux, un programme de rupture, notamment avec la politique macroniste. La France insoumise pourrait s'écarter pour laisser les gauches accéder à Matignon et au gouvernement. Mais le pire, c'est que la France insoumise est prête à le faire pour prouver que la Macronie s'en bat les couilles et qu'elle censurerait n'importe qui. Mais déjà, démocratiquement, il y a un problème à vouloir extraire, et même de la part de la journaliste, à trouver ça normal d'extraire au sein d'une union la force politique principale. Genre, c'est le fait que ça soit quelque chose qui soit abordé avec calme et sérieux est déjà un problème démocratique. Ça ne respecte pas les électeurs. Oh, quoi. Aux fonctions gouvernementales. Mais on nous dit du matin au soir que nous avons une majorité relative qui n'est pas une majorité suffisante. Et puis ensuite, on nous dit « Mais attendez, il faudrait retirer les 72 députés de la France insoumise. » Mais c'est complètement ubuesque, on marche sur la tête. Imaginez, on nous dit « Vous n'êtes pas assez nombreux et on va se priver d'une partie du nouveau Front populaire. » Vous voyez que ça n'a aucun sens comme raisonnement. Le nouveau Front populaire, il est uni autour d'un projet. C'est pour aller gouverner, c'est pour appliquer ce projet que nous voulons aller à Matignon, mais surtout que les Françaises et les Français en ont décidé. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, quand il y aura de nouvelles élections législatives, voire en 2027 si ça attend 2027? Qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Le vieux l'a dit, pas de ministre LFI. Moi, je pense que la meilleure chose dont peut tirer la France insoumise dans la séquence politique actuelle, c'est que globalement, peu importe les pions qu'ils voudront mettre en avant, ça sera finalement censuré et bloqué à l'Assemblée. La meilleure chose qu'ils peuvent faire, c'est rester un petit peu en retrait et rester le parti d'opposition et être identifié comme tel et attendre de voir la séquence politique, comment elle évolue et se positionner en fonction de ça. Moi, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Hein. Dans la situation, dans le blocage institutionnel qu'on a actuellement, il n'y a que ça à faire. Proposer des alternatives, parler de 6ème République, ne pas trop se salir les mains dans tout ce boutin. Et voilà, quoi. Alors, il va falloir attendre encore un peu avant d'avoir des mesures de gauche. Désolé, hein. Allez voter, mais le résultat des urnes ne sera pas respecté. C'est la démocratie que nous sommes en train de sauver. Et ne pas être le problème, voilà. J'en appelle à l'ensemble des démocrates, des républicains de notre pays. Qu'ils soient d'accord ou non avec le nouveau Front populaire, il en va du respect de cette démocratie. Et alors, c'est assez drôle parce que le scénario heurte aussi à droite. La droite qui craint en fait de devenir le dindon de la farce si la situation était inversée. On peut imaginer par exemple si LR était arrivé premier sans majorité aux législatives, la droite n'aurait pas non plus voulu que Macron n'en fasse qu'à sa tête et tente d'imposer ses vues. Et donc voilà, c'est un scénario, la non-participation d'un parti à un gouvernement de coalition qui ne convient ni à gauche ni à droite. Alors, Nils, selon toi, Macron va logiquement opposer au nouveau Front populaire et donc à Lucie Castet leur absence de majorité. Pas de ministre, mais ça reste le programme LFI. Oui, c'était les seuls à avoir un programme, quoi.
Majorité dans l'hémicycle où la coalition de gauche dispose de, on le rappelle, de 193 députés sur 577. Oui, alors c'est vrai que c'est un beau résultat aux législatives, on oublie souvent de le dire, il faut le rappeler, mais c'est vrai que c'est insuffisant pour avoir la majorité. Alors à l'Élysée, on Majorité explique... absolue. La majorité absolue, exactement. Alors à l'Élysée, on explique que le président a fixé un cadre dans sa lettre aux Français, donc Merci Blouk pour le Prime. OMG, bonjour Blouk. la fameuse lettre qui date Longtemps que j'ai pas regardé tes. du 10 juillet dont on avait parlé lors d'une émission précédente. C'est la majorité la plus large et la plus stable possible. La nomination du ou de la première ministre sera faite en considération de ces deux critères, sachant que la stabilité, c'est la capacité pour un gouvernement à ne pas tomber à la première motion de censure déposée. Alors bon, on peut dire un peu que l'Élysée réécrit l'histoire en affirmant aux journalistes que le président a pris un temps utile de décantation pour poser son choix à Matignon. À vrai dire, bon, le président a plutôt semblé chercher à gagner du temps plutôt qu'à en prendre pour réfléchir à choisir. Et tiens, d'ailleurs, on parle déjà plus du maire de Saint-Ouen. Maire de Saint-Denis, là, je sais plus. Ça y est, ça en a parlé pendant un jour et c'est complètement passé à la trappe. On est bien d'accord. Ce mec-là dont la Macronie a parlé, et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il était plutôt en faveur de Lucie Gastet. Ah ouais, moi, c'est ce que j'avais dit. Hein. Ils ont essayé de name drop des gens pour avoir de la matière sur la table des négociations. Le maire de Saint-Ouen. Oui, je sais plus comment il s'appelle ce gars. Les gens, ils arrêtaient pas de dire c'est le Obama. C'est le Obama français. Nous sommes sauvés grâce à Obama. Là, il y a un truc un peu raciste là-dedans, mais bon. Ce qui me sidère, c'est qu'il y a un gros problème démocratique et que la presse ne veut pas le voir. On dit que c'est le 4e pouvoir, mais là, il est soumis à Macron et à sa clique. Cela m'effraie un petit peu. Oui, bon, après, tu as raison. Ça l'est d'autant plus en ce moment, mais ça l'était déjà depuis des années et des années. C'est pareil sous ça. La bonne personne pour le poste. Alors, on peut dire, par exemple, que le gouvernement Attal a battu le record de longévité d'un gouvernement démissionnaire, 38 jours. C'est un record qui était alors jusque-là détenu par René Mayer sous la 4e République. Regardez cette archive de l'INA. La semaine. Après 8 jours de consultation, M. Petch a dû renoncer à former un ministère. Un ministère. C'est M. René Mayer, garde des Sceaux du gouvernement sortant, qui devait parvenir, après de nombreux pourparlers, à faire l'union sur son nom. Oui. Et donc on assiste quand même La France à une situation qui est lunaire, où Attal propose le gel des dépenses de l'État alors qu'il en est démissionnaire. Oui. D'ailleurs, les lettres de crédit qu'il a envoyées, c'est du vent. On en parlait dans cette émission la semaine dernière. Et un conseiller ministériel en poste me rappelait hier que ça va faire 3 mois que le gouvernement, en réalité, ne peut plus rien faire, à part éventuellement les postes régaliens. Et encore, à l'intérieur, c'est uniquement la sécurité pour les Jeux Olympiques ou les missions normales de police. Et on a aussi l'exemple de Nicole Belloubet qui annonce une conférence de presse pour la rentrée comme si elle était toujours ministre de l'Éducation C'est grave. Hein. nationale de plein. Putain, je suis désolé de dire ça, mais elle a mal vieilli. Hein. Être macroniste, ça te réussit pas. Hein. Je me souviens de sa tête il y a 3-4 ans, elle allait mieux. Hein. Un exercice, alors que ce n'est plus le cas, comme l'a relevé d'ailleurs le site spécialisé Café Pédagogique. Alors Emmanuel Macron veut aussi imposer à son Premier ministre quelque chose que le nouveau Front populaire ne pourra pas raisonnablement accepter, Niels. Oui, là, alors c'est un autre obstacle et c'est pas des moindres. Macron exige de son futur Premier ministre qu'il ne touche pas à la détestable réforme des retraites qu'il a imposée aux Français. Rappelons-le, plus des 3/4 des Français étaient opposés au report de l'âge de la 3/4 des actifs. Mais oui. retraite, ou encore à sa... Merci PAF, merci pour le raid. Bienvenue les gens de chez PAF. Ça a bien paffé, ça a parlé de cinéma. Chez PAF, oui. Ça va ou quoi? Aujourd'hui, stream, on se remet dans l'actu. Alors c'est un peu chiant, du coup on parle d'actu, de trucs politiciens chiants. Mais c'est parce que j'étais aux amphis et j'ai pas eu le temps de m'intéresser à tout ça. Donc voilà. Hello Mouchette, hello. Réforme de l'assurance. On a parlé d'un film qui s'appelle Mouchette. Du coup, c'est marrant. Ah ouais? C'est quoi comme film? Attends. Est-ce que c'est un film sur une mouche qui est amoureuse d'une mouche? Un film français de Robert Bresson, sorti en 1967. Adapté du roman de Georges Bernanos, Nouvelle histoire de Mouchette.
Oula, je suis sûr que c'est un truc un peu bresson. Mouchette, on ne saura jamais vraiment son nom, est une adolescente taciturne. Son père est un contrebandier alcoolique et sa mère est gravement malade. Elle vit solitaire dans un petit village, le village n'est jamais nommé. Un soir d'orage, alors qu'elle rentre de l'école, elle s'égare dans la forêt. Elle accepte l'hospitalité d'un braconnier, Monsieur Arsène. Oula. Le premier habitant du village a lui témoigné un peu de compassion. Mais il finit par la violer. Tiens, je m'y attendais. C'est bizarre. Le début de la phrase, j'avais déjà compris. Rentrant chez elle, Mouchette assiste à la mort de sa mère sans avoir le temps de se confier à elle. Au matin, se heurtant à l'hostilité méprisante de sa famille et de tout son village, Mouchette trouve provisoirement refuge chez une vieille qui aime les morts. Hein? La vieille dame donne à Mouchette, avant qu'elle ne reparte, une robe blanche qui semble être une robe de mariée. Écrasée de désespoir, Mouchette s'enroule dans la robe linceul et va se noyer dans un étang, accompagnée par une musique Monteverdi. D'accord. Très bien. Bah, c'est sombre, hein? C'est dur de m'appeler Mouchette. Oui. Chômage, hein, qui précipite des milliers de gens dans la précarité et que le nouveau Front populaire a promis d'abolir. Et quand le stream Fear and Hunger, c'est demain. Pas demain. Des milliers de gens dans la précarité et que le nouveau Front populaire a promis d'abolir s'il arrive au pouvoir. Bref. Le synopsis, il spoil tout le film. Oui, mais bon, c'est des films français. Genre, c'est comme, comment il s'appelle, là, le film de Godard, là. Il suffit de dire, oui, bah, c'est deux amoureux, ils s'aiment, et puis au bout d'un moment, ils vont chez des amis, et ils finissent par pas trop s'aimer. Et du coup, la situation, elle tourne un peu vinaigre, et ils s'aiment plus trop. Voilà, t'as résumé le film. Mais le voir, c'est autre chose. Question de mise en scène, de plan, d'esthétique, de dialogue, de jeu d'acteurs. Voilà. Ces qualités qui font que, bon, même si tu vois le synopsis d'un film, globalement, tu vas quand même être surpris à son vie. Avis désastreux. Bah, allez bien vous faire enculer. Allez chez PAF pour avoir des meilleurs avis que les miens. Je suis pas une fana de cinéma, hein. J'ai beaucoup de lacunes, hein. C'est pour ça, PAF, si vous voulez apprendre des trucs sur le cinéma, allez sur le stream de PAF, regardez dans le chat, vous cliquez sur son pseudo, faites suivre, et vous irez voir les streams de PAF. Et PAF, il est sous-coté, il n'y a pas assez de gens sur ses streams. Il mérite plus de gens. Bref, on a un peu l'impression que le président se passerait bien de Premier ministre. Alors, PAF dirait pareil. Oui, mais c'est comme les universitaires qui considèrent qu'ils maîtrisent pas leur sujet, alors que c'est les seuls à avoir fait un bouquin de 600 pages sur tel truc hyper spécifique entre la période du XIVe siècle et du XVe siècle. Pareil, genre, normalement c'est bon, hein. Sucez-lui la bite, et si jamais il râle, et bah sucez-le quand même. Voilà. C'est un ancien conseiller de Macron qui m'a dit ça en plaisantant à moitié. Alors il faut souligner quand même par honnêteté intellectuelle qu'il n'est pas le seul à avoir voulu supprimer Matignon à gauche comme à droite, hein. Avant lui, le socialiste Claude Bartholone, qui a été président de l'Assemblée nationale, proposait en 2014 de supprimer le poste de Premier ministre, tout comme d'ailleurs François Fillon. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Fillon a fait cette proposition avant de devenir Premier ministre de Sarkozy, qui l'humiliait d'ailleurs en parlant de lui comme de son collaborateur. Et puis d'autres politiciens ont fait cette proposition, comme un certain François Hollande, pas plus tard qu'en 2018. Hein ? Regardez sur Public Sénat. S'il y a une étape nouvelle, et j'y suis favorable, c'est que notre régime est à la fois parlementaire, le chef du gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, oui, et présidentiel, le chef de l'État dispose de prérogatives importantes. Et il y a ce personnage, le Premier ministre, dont on ne sait pas s'il est encore le chef de la majorité. Je crois que... Bah, il sert à rien, c'est un fusible, hein. Édouard Philippe n'est même pas membre du parti de la majorité. Ou s'il est un collaborateur, c'était le mot que Nicolas Sarkozy avait utilisé pour qualifier à l'époque François Fillon. C'est horrible, hein. Les premiers ministres, ils se font appeler collaborateurs. Normalement, c'est un truc que tu réserves quand tu t'embauches quelqu'un chez McDo. Histoire de pas lui faire trop peur, de pas lui dire que son travail va le rendre fou. Tu lui dis que ça va être un collaborateur de la grande famille qu'est McDonald's. C'est horrible quand même, hein. Même les premiers ministres, hein. C'était pareil, hein. Moi, je considère qu'il faut, comme l'avait dit Georges Pompidou, couper le nœud gordien. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. Donc plus de Premier ministre. Donc plus de Premier ministre, plus de responsabilité devant le Parlement. Oula ! Plus de droit de dissolution. Plus président de la République pour l'Assemblée nationale. Donc un hyper-président. Et non. Et pour éviter ce qu'on constate
Oui. Aujourd'hui, depuis des années, l'hyperprésidence. L'hyperprésidence n'est pas liée à la Constitution actuelle, au sens où il n'a pas les pouvoirs de tout l'exécutif. Mais le problème de notre Constitution, c'est que le Parlement y est trop faible et qu'il y a une diarchie au sein de l'exécutif. Donc je vais jusqu'au bout de la logique, qui me paraît être finalement celle de la Ve République dans sa modernité. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un Parlement qui ressemblera à bien des égards au pouvoir du Congrès américain, qui n'est pas rien dans un régime présidentiel, et un président de la République élu pour 5 ans, qui doit remplir son mandat et qui est forcément le chef de la majorité. Alors, oui, bonne question. Pourquoi tu l'as pas proposé? Tiens. Pourquoi quand c'était toi le président, ça t'allait très bien d'être le président? On peut dire que Macron ne supporte aucune contradiction, aucune opposition, et que quoi que les uns et les autres pensent, c'est bien lui qui va décider à la fin qui il va nommer, me dit cet ancien conseiller. D'ailleurs, l'entourage du président a fait part de ses réserves sur cette stratégie de l'attentisme. On lui a dit qu'il allait se couper davantage des... La séparation des pouvoirs, on se la met bien profond. Bah, on en est encore sur les Girondins durant la Première République. Hein. Gouverner pour le peuple, mais surtout sans le peuple. Parce que bon, le peuple, il sait pas trop gouverner quand même. Genre, on va faire pour lui, mais sans lui. Français, que ce genre de procrastination, ça passe par exemple pour la nomination de la direction du château de Versailles, mais pas pour Matignon, me confie un ministre démissionnaire cette semaine. Et finalement, ce que révèle un peu cette séquence, c'est la défiance envers Macron, parce qu'il y a une crise de confiance après la dissolution qu'il a imposée à son propre camp. Le lien qu'il avait encore avec ses députés et ses troupes s'est cassé. On en avait parlé lors d'une émission. Une fois que le gouvernement sera installé, le nouveau gouvernement sera installé, Macron va être encore plus marginalisé. Et donc, c'est pas très étonnant que finalement le président éprouve le besoin de prendre tout son temps. Et si on parlait, Nils... Bah, c'est comme un condamné à mort, quoi. Son dernier repas, il le savoure. Il essaye de gagner le plus de temps possible pour manger sa tranche de pain. Du dernier sale coup d'Aurore Berger, pour changer. Oui, c'est le dernier psychodrame en Macronie. Hein. Aurore Berger change de camp une fois de plus. Incroyable. La députée des Yvelines, qui était une grande copine de Gabriel Attal depuis son entrée au gouvernement, roule désormais pour Elisabeth Borne. À qui elle a apporté son soutien pour le poste de secrétaire général de Renaissance. Donc en gros, c'est le poste de direction du parti présidentiel auquel l'ancienne première ministre postule. C'était dans le Parisien en exclusivité. Et donc les pontes macronistes vont élire ce nouveau patron de parti lors du prochain congrès qui va se tenir fin novembre, le 30, je crois. Et donc, on peut dire que Berger lâche Attal en race campagne. Écoutez-la sur France Inter jeudi, ça vaut le détour. Mon soutien, c'est pas une guerre de succession, c'est juste une vie normale d'un parti politique. Ce qui est horrible avec Aurore Berger, c'est que c'est la pire boussole politique pour le macronisme. Même les macronistes, ils en ont marre d'elle. Mais vu qu'elle est très loquace et qu'elle passe dans tous les médias, du coup, on l'écoute elle. Je pense qu'ils doivent en avoir marre. Hein. Le détour. Mon soutien, c'est pas une guerre de succession, c'est juste une vie normale d'un parti politique et démocratique et qui élit, lui, son secrétaire général. Et je crois qu'elle a démontré qu'elle a été ministre, première ministre, elle a été réélue députée dans un territoire très difficile qu'elle a disputé face au Rassemblement national. Et je crois qu'on a besoin de cet esprit collectif et de cet esprit de rassemblement dont elle est capable. C'est pas une guerre, mais elle nous dit si Gabriel Attal est candidat, il devra forcément quitter le poste de président du groupe à l'Assemblée. Ça donne un peu le ton. Non, mais c'est pas une guerre, tout simplement parce qu'encore une fois, elle anticipe pas un calendrier. C'est prévu qu'il y ait une élection. J'ai eu l'honneur d'être présidente de groupe. Je sais l'engagement qu'il faut pour l'être et je sais qu'on peut pas l'être à mi-temps. C'est un temps plein et je crois que Gabriel Attal, on a de la chance qu'il soit président de groupe. Il a souhaité l'être et je crois qu'il souhaite surtout le rester. Voilà, donc Aurore Berger qui déclare qu'Attal est déjà panier de crabe, hein. Déjà président de groupe à l'Assemblée et qu'il a probablement envie de le rester. Ça donne... C'est fascinant. En fait, c'est un panier de crabes. Tous les crabes sont en train de se battre, mais dans un restaurant de spécialité poissonnière. C'est-à-dire qu'ils vont tous finir sur la table à découper, hein. Un par un, mais ils sont quand même en train de se battre pour savoir qui sera le meilleur crabe. Un peu le ton quand même de leur rapport. Et puis jusqu'à... Non mais des fois les gens, je fais des analogies, elles font pas de sens. Hein. À présent, comme je le disais, ils étaient très copains. Elle était la meilleure amie du Premier ministre démissionnaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'Attal s'est fait élire
C'est qu'elle a arrêté d'être une fille APD. Président du groupe macroniste à l'Assemblée, et qu'Aurore Bergé s'est sentie flouée parce qu'elle n'avait obtenu aucun poste à sa mesure, alors qu'elle était justement, elle occupait le À même sa poste. mesure, selon elle. Oui, en fait, elle était présidente de groupe avant son entrée au gouvernement. Et bon, elle voulait évidemment briller après son départ du gouvernement, puisque le gouvernement est démissionnaire. Hein. Et donc, elle voulait, par exemple, obtenir un poste à la questure de l'Assemblée. Alors, la questure, le poste de questeur, c'est un peu l'organe de contrôle de l'Assemblée interne, c'est-à-dire qu'on gère, c'est eux qui gèrent toute la partie matérielle des députés. Donc, c'est un poste qui s'accompagne de privilèges comme de très beaux appartements pour organiser des réceptions, voilà, un siège aussi au bureau de l'Assemblée qui est l'organe disciplinaire de l'Assemblée. Et malheureusement, c'est raté pour Aurore Bergé parce que c'est la députée alsacienne Brigitte Klinkert, qui est aussi une ancienne ministre, une ancienne collègue au gouvernement d'Aurore Bergé, qui a remporté la timbale et la voiture avec chauffeur, forcément. Et donc, on ne sait pas trop si Aurore Bergé a à nouveau versé des larmes de rage, comme quand elle avait échoué une première fois à rentrer au gouvernement en 2020 sous Castex. Mais effectivement, elle n'a pas du tout apprécié, selon mes informations, cette rebuffade. Putain, vous imaginez l'humiliation? Elle a dû déménager de son appartement de fonction. Elle a dû faire ses cartons. Et elle a dû dire au revoir à son chauffeur préféré. Alors, on rappelle quand même pour la petite histoire que cette ancienne fan de Nicolas Sarkozy avait été nommée ministre par Macron lui-même pour répondre à une demande pressante des députés de son groupe qui ne supportaient plus de l'avoir à l'Assemblée, puis d'être sous sa tutelle, qu'elle était jugée pesante, infantilisante, méchante même. Plusieurs députés d'ailleurs en avaient témoigné, et puis auprès de moi, quand j'avais fait un article à son sujet, et on retémoignait. Mais en fait, je suis en train de me dire, la Macronie, c'est un peu comme McDonald's. Ça veut dire que quand t'es là depuis 1 an, t'es forcément le mec qui est là depuis le plus longtemps de toute l'équipe. C'est le plus ancien. Pour dire à quel point les gens finissent par quitter vite leur poste. Hein. La Macronie, c'est vraiment McDo. Les gens ne restent pas. On leur promet des évolutions, mais ils partent beaucoup plus. Témoigné à ce sujet cette semaine lors de la préparation de cette émission. Et Berger emmène avec elle des soutiens de poids pour Elisabeth Borne, et notamment Clément Beaune et Gérald Darmanin, qui soutiennent eux aussi l'ex-premier ministre pour prendre la tête du parti. Alors c'est un peu la coalition des mécontents, puisque Beaune est lui aussi décidé à prendre sa revanche après avoir perdu son Marocain sous le gouvernement Attal, puisqu'il a été désavoué, il n'a pas rempli le gouvernement. Et Darmanin, lui, il est surtout intéressé pour mettre des bâtons dans les roues du Premier ministre démissionnaire, qui lui a ravi la place à la tête du groupe à l'Assemblée. Écoutez Beaune enterrer la candidature d'Attal sur TF1 cette semaine. Elisabeth Borne se porte candidate à la direction du parti Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous la soutenez? Oui, je la soutiens totalement parce que je crois qu'on a besoin de l'expérience qu'apporte Elisabeth Borne à notre famille politique. Il faut être lucide. On vient de subir 2 défaites électorales qui sont douloureuses, qui sont Perdu son quoi? Il a perdu son Marocain? J'ai pas compris, ça veut dire quoi? importantes aux européennes et aux législatives, même si on a fait un peu mieux que ce qu'on pouvait craindre de pire. Les défaites. Et donc, il y a besoin évidemment d'un travail collectif. Moi, C'est vrai qu'il a un petit accent bourge. Des fois, il a un peu les phrases. Nous avons besoin de faire ça pour le pays. noté qu'Elisabeth Borne disait qu'il fallait un collectif, qu'il fallait une démarche collégiale, et donc une ancienne première ministre, une femme, élue d'une circonscription rurale, qui a gagné face au Rassemblement national dans le Calvados. Je pense que c'est un atout pour notre famille politique, et surtout c'est une bosseuse. On a besoin de bosser. C'est une bosseuse. Bon, on a compris. Gabriel Attal a fait connaître son intérêt pour le poste. C'est une candidature anti-Attal. Je ne crois pas. Gabriel Attal, il vient d'être élu il y a quelques semaines à la tête du groupe parlementaire Ensemble pour la République, de la famille politique d'Emmanuel Macron. C'est Marocain égale portefeuille ministériel. Ah, je savais pas. du boulot. Je pense même que c'est un job à plein temps dans le contexte parlementaire. Le Premier ministre, c'était du boulot aussi. Et... Oui, d'ailleurs, le Premier ministre n'était pas chef de parti. Bon, donc on a besoin... Ce serait gênant de cumuler les deux. Je pense que c'est difficile dans le contexte qu'on connaît, et surtout, je pense qu'on a besoin de collégialité et des différents talents. Gabriel Attal, il va être bien occupé par la mission parlementaire. Elisabeth Borne, ce sont nos 2 premiers ministres de ce mandat, dans la majorité. Ce mandat. C'est bien qu'elles soient complémentaires, si je puis dire, et qu'on travaille ensemble. Mais s'il se déclare, qu'est-ce que vous direz? Écoutez, diviseur? pas à son nom ou à sa place, mais on n'a pas besoin d'une guéguerre interne.
que chacun ait une mission. Je pense que c'est une bonne chose. Et encore une fois, on vient de vivre une séquence avec 2 défaites électorales. La solution ne viendra pas d'une seule personne comme par magie. La solution, elle viendra du travail, elle viendra du rassemblement, elle viendra de l'unité et pas de la division. Et d'ailleurs, vous avez raison. Et pas d'une seule personne. Donc on a besoin de ses talents. Elisabeth Borne, elle a conduit pendant 18 mois le gouvernement. Je pense qu'elle peut apporter. Alors bref, le groupe vit bien, comme on le dit souvent dans cette émission. Oui, globalement, je réagis pas parce qu'on s'en branle. Il faut dire que si Aurore Bergé suscite tant de rejet, c'est aussi en raison de ses retournements de veste aussi spectaculaires que successifs. Oui, alors c'est un peu la politicienne qu'on adore détester, hein. Enfin, c'est une grande fan de Margaret Thatcher. Elle a d'abord soutenu Alain Juppé, puis Nicolas Sarkozy, enfin François Fillon au cours de sa jeune carrière, avant de rejoindre. Il a jamais touché un marteau, ça parle de travail. Après, il y a des gens, ils ont touché un marteau toute leur vie et ils travaillent pas. Hein. Genre, regarde le roi d'Adidou dans Kirby, il travaille jamais. Pourtant, il a un gros marteau. Pardon. La République En Marche en 2016, et elle a laissé un souvenir épouvantable au QG de campagne macroniste, au point que quand certains anciens de ses collaborateurs se sont plaints de son management, c'était dans un article du Canard enchaîné en avril dernier, ils l'ont quand même décrite d'une grande cruauté à leur égard, ce qui est quand même assez rare hein, dans les cabinets ministériels. Après, Aurore Bergé, mais comme beaucoup de gens, hein, la Macronie, il y a eu souvent des papiers pour dire qu'en interne, c'était l'enfer. Moi, j'ai hâte que la Macronie se délite et qu'on ait un documentaire sur les coulisses de la Macronie qui sortira quelques années après. C'est fascinant. Les langues se déliront, la parole se fera. Ce sera très intéressant de voir ça. Eh bien, j'avais contacté l'un de ses collègues de l'époque quand elle avait fait la campagne d'Alain Juppé, et il m'avait confié qu'il était prêt à témoigner de ses méthodes en cas de passage. Le Macrolix, ah mais oui, hein, sans déconner, hein. Mais même dans les histoires d'agression sexuelle, de viol, de machin, il y a tellement eu de trucs qu'on a oublié de rappeler. Genre, c'est trop important. Hein. Au tribunal des prud'hommes. Comment il s'appelait le gars là qui avait fait des dingueries là? Donc, c'est pour te dire un petit peu J'ai dit le gars, mais il y en a plusieurs. Abad, oui. L'ambiance qu'elle faisait régner avec ses équipes. Alors, en plus, il y avait un autre lien qui est assez méconnu entre Gabriel Attal et Aurore Bergé. Aurore Bergé a travaillé avec la communicante Patricia Chapat à Hopscotch. Donc, c'est un groupe international de conseil en communication. Et c'est le cas aussi de Louis Jubelin, qui est l'un des Power Rangers de Gabriel Attal. C'est son communicant. Fier de toi, Louis Jubelin. Quel parcours depuis ton arrivée consultant chez Albera en 2010. C'est devenu un grand communicant. C'est horrible, hein. Vraiment, en fait, le règne des communicants en politique, c'est l'une des pires tares de notre démocratie. Et l'un des premiers à avoir innové dans ce domaine-là, c'est quand même Mitterrand, faut pas l'oublier. Après, ça a fait sa campagne, hein. Il a gagné grâce à ça. C'est un peu le trait d'union entre le Premier ministre démissionnaire et son ancienne collègue au gouvernement. Alors, cette communicante, Patricia Chapat, c'est un peu une femme d'influence, hein. Elle a aussi participé à la campagne d'Attal aux dernières législatives. Elle a aussi conseillé l'ancien garde des Sceaux, Dominique Perben, Gaudin, l'ancien maire de Marseille, ou encore Kerviel, le trader qui a fait trembler la Société Générale. Et elle préside aussi le prix Femmes d'influence qu'elle a créé, qui récompense des personnalités féminines. Bref, bon, c'est un réseau pensé pour faire marcher le business, hein, comme il en existe tant. On la voit par exemple sur cette photo, dans un raout organisé avec des membres du gouvernement. Il y a Un quoi? Un raout? C'est quoi ça? Raoult, comme Didier Raoult? Quelques temps, dont Aurore Bergé, comme tu peux le voir, Théo. Genre, il y a les raïs, les rallyes et les Raoult. C'est les rallyes, mais en nous. Un Didier Raoult. Paris est un village, et en tout cas, le dernier revirement de Bergé ne va pas améliorer sa cote de popularité au sein des macronistes. Mais il faut faire ce qu'il faut faire pour rester en lumière. Merci. Un Raoult égale une fête mondaine, d'accord. Nils, et merci à vous d'avoir... Non, mais il emploie des mots, je connais. Il m'a appris 2 mots aujourd'hui. Il m'a appris Raoult, et il m'a appris, c'était quoi l'autre? Marocain. Merci Tenkai, merci pour le sub. Regardez cette émission, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube. Bah, c'était bien. C'est pas le sujet le plus passionnant, c'était
C'est bien, bravo le média. J'espère que votre procédure va aboutir. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour hein, au niveau actu politique. Là, on est au frais.